Avant même que cette histoire commence, écrivez dans les commentaires «Les âmes n'oublient jamais». Ça peut paraître étrange maintenant, mais dans quelques minutes, ces mots prendront tout leur sens. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'une simple histoire. C'est un mystère qui défie tout ce que nous croyons savoir sur la mort, la mémoire et les liens qui transcendent le temps. Une expérience qui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante, ce sentiment qu'une partie de vous appartient à un autre lieu, une autre époque, que certaines connexions humaines dépassent ce que la logique peut expliquer, que l'amour véritable ne connaît ni frontières ni fin. Et si la mort n'était pas une fin, mais simplement une pause dans une conversation inachevée? Cette histoire vous emmènera de Lyon à Moscou, à travers 80 ans d'histoire, dans un voyage qui questionnera tout ce que vous pensiez savoir sur la réincarnation, l'amour éternel et les promesses qui survivent à la mort. Et même si vous pensez avoir déjà saisi l'essentiel de cette incroyable révélation, attendez. Ce qui se passe dans les dernières minutes de cette histoire va vous bouleverser d'une manière que vous n'imaginez pas. Si cette histoire vous touche autant qu'elle nous a touchés, laissez un like et abonnez-vous. Car ici, on ne fait pas que raconter des histoires. On explore ensemble les mystères les plus profonds de l'existence humaine. Une petite fille de 5 ans se réveille un matin d'hiver et se met à parler parfaitement une langue qu'elle n'a jamais apprise. Ses parents médecins, rationnels et logiques, vont découvrir que leur fille porte en elle les souvenirs d'une autre vie. Une vie qui s'est achevée tragiquement il y a 80 ans dans les flammes de Moscou. Le froid mordant de février s'infiltrait par les fenêtres maniolées de l'appartement lyonnais des Moreau. Dans la chambre rose pâle, aux murs ornés de dessins d'enfants, un cri déchirant brisa le silence de l'aube. Claire Moreau se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas le pleur habituel de sa fille Céleste, c'était quelque chose de plus profond, de plus déchirant. « Marc, Marc, réveille-toi !» chuchota-t-elle en secouant l'épaule de son mari. Le docteur Marc Moreau ouvrit péniblement les yeux, habitué aux urgences nocturnes de l'hôpital, mais surpris d'être réveillé chez lui. Le cri résonna à nouveau, mais cette fois, des mots l'accompagnaient. Des mots que ni Claire ni Marc ne comprenaient, dans une langue qui leur était totalement étrangère. Ils échangèrent un regard inquiet avant de se précipiter vers la chambre de leur fille. Céleste était assise dans son petit lit, les cheveux blonds ébouriffés, les joues rouges de larmes. Ses grands yeux bleus, d'ordinaire si joyeux, étaient emplis d'une tristesse que Claire n'avait jamais vue chez sa fille. L'enfant parlait rapidement, avec une fluidité déconcertante, dans cette langue inconnue qui coulait de ses lèvres comme si elle l'avait parlé toute sa vie. « Gdzie mama Katia, ja ne ponimayu, gdzie mój dom ?» Marc fronça les soûls. En tant que médecin, il avait appris quelques rudiments de différentes langues au cours de ses études, mais celle-ci lui semblait être du russe parfait, prononcé par sa fille de 5 ans qui n'avait jamais quitté Lyon. « Marc, réveille-toi. Papa et maman ne comprennent pas ce que tu dis, » tenta Marc d'une voix douce. L'enfant le regarda comme s'il était un étranger. Ses petites mains se mirent à trembler, tandis qu'elle continuait à parler dans cette langue mystérieuse, ces mots entrecoupés de sanglots. « Ja hachu damoy, ja hachuk mama Katia, on a jdiot menia. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle ne comprenait pas les mots, mais l'émotion dans la voix de sa fille était universelle. C'était la détresse pure d'un enfant qui cherche sa famille. Sauf que sa famille était là, devant elle. « Ma chérie, nous sommes ici. Maman et papa sont là, » répéta Claire les larmes aux yeux. Elle tendit à nouveau les bras, mais Céleste continua à la regarder avec cette expression de totale incompréhension. Marc s'approcha lentement, utilisant le ton calme qu'il employait avec ses jeunes patients à l'hôpital. « Céleste, est-ce que tu peux me dire où tu crois être ?» L'enfant leva vers lui des yeux pleins d'espoir et commença à décrire quelque chose dans cette langue inconnue, gesticulant avec ses petites mains pour dessiner des formes dans l'air. Au bout de plusieurs minutes d'efforts infructueux, Céleste semblait comprendre qu'il ne la comprenait pas.
Elle s'arrêta de parler, les regarda longuement, puis murmura d'une voix brisée un seul mot en français. « Perdu ». Puis elle éclata en sanglots, tendant finalement les bras vers sa mère, comme si elle acceptait soudain que ces étrangers soient tout ce qu'elle avait dans ce monde incompréhensible. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce réveil mystérieux, et la situation empirait d'heure en heure. Céleste refusait de manger autre chose que du pain noir et de la soupe, des aliments que les Moreau n'avaient jamais servis à leur fille. Elle passait ses journées près de la fenêtre du salon, scrutant la rue comme si elle attendait quelqu'un. « Elle ne joue plus avec ses poupées », murmura Claire à son mari alors qu'ils observaient leur fille depuis le couloir. « Hier, elle les a toutes alignées contre le mur et leur a chanté quelque chose dans cette langue. Marc, ça ressemblait à une berceuse funèbre. » Marc hocha la tête, préoccupé. En tant que pédiatre, il avait vu des cas de troubles dissociatifs chez l'enfant, mais jamais rien de cette ampleur. Ce qui le troublait le plus, c'était la cohérence de Céleste. Elle ne délirait pas, elle semblait simplement vivre dans un autre monde avec ses propres souvenirs. « Regarde ça !» dit Claire en tendant à son mari une feuille de papier couverte de dessins. « Elle a fait ça ce matin. » Marc examina le dessin et son sang se glaça. Céleste avait représenté avec une précision troublante une architecture qui n'existait pas à Lyon. Des bulbes d'églises orthodoxes, des façades ornementées dans le style russe et, au centre, une petite maison bleue au bord d'une rivière gelée. « Et ce n'est pas tout », continua Claire, la voix tremblante. « Elle a écrit quelque chose au dos. » Marc retourna la feuille. Dans une écriture d'enfant, mais avec des caractères cyrilliques parfaitement formés, Céleste avait tracé des mots russes. À ce moment, la petite voix de leur fille s'éleva du salon. Elle chantait doucement, et même sans comprendre les paroles, Marc et Claire ressentaient une mélancolie profonde qui leur serrait le cœur. Ils s'approchèrent discrètement. Céleste était assise en tailleur devant ses poupées, les berçant une par une en chantant cette mélodie slave hypnotique. Ses yeux étaient fermés, et un sourire paisible illuminait son visage, la première expression de bonheur qu'il lui voyait depuis 3 jours. « Mama Katia me chantait ça quand j'avais peur, » dit Céleste en français sans ouvrir les yeux. « Elle disait que les anges gardent les petites filles qui dorment. » Claire échangea un regard stupéfait avec Marc. C'était la première phrase cohérente en français que leur fille prononçait depuis son réveil mystérieux. « Qui est Mama Katia, ma chérie ?» demanda doucement Claire en s'approchant. Céleste ouvrit les yeux et l'éclat de bonheur s'éteignit immédiatement. Elle était ma babouchka, ma grand-maman. Elle sentait la cannelle et les pommes cuites. Elle avait des mains toutes douces qui racontaient des histoires. Marc s'agenouilla près de sa fille. « Mais Céleste, tes grands-mamans, c'est mamie Jeanne et mamie Sylvie. Tu te souviens ?» L'enfant le regarda avec une expression de profonde confusion, comme si 2 réalités se battaient dans son esprit. « Non, Mama Katia, c'était avant, dans la maison bleue, avant le feu. » Sa voix se brisa sur le dernier mot et elle se remit à pleurer. Mais cette fois, ses larmes semblaient porter le poids de souvenirs qu'une enfant de 5 ans n'aurait jamais dû connaître. Le cabinet du docteur Amélie Rousseau, psychologue pour enfants, baignait dans une lumière douce filtrant par les rideaux beiges. Sur la table basse, des jouets colorés attendaient, inutiles. Céleste était assise sur le canapé, tenant fermement la main de sa mère, mais son regard était perdu dans le vague. « Céleste, est-ce que tu peux me parler de tes rêves ?» demanda gentiment la psychologue, stylo en main. L'enfant tourna vers elle ses grands yeux bleus, puis secoua la tête. « Ce ne sont pas des rêves. Les rêves, on les oublie. Moi, je me souviens de tout. » Le docteur Rousseau échangea un regard avec Claire et Marc. En 15 ans de carrière, elle m'avait jamais entendu une enfant de 5 ans s'exprimer avec une telle maturité troublante. « Que te souviens-tu exactement ?» insista-t-elle doucement. Céleste ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, c'était comme si une autre personne la regardait, quelqu'un de plus âgé, de plus triste. « Je me souviens du froid qui mordait les joues en hiver,
des cloches de l'église Sainte-Sophie qui sonnaient tous les dimanches, de l'odeur du bois qui brûlait dans le poêle de Mama Katia. Sa voix prit un accent léger, presque imperceptible, mais qui donnait une sonorité slave à ses mots français. Elle me racontait l'histoire du prince Ivan et de l'oiseau de feu. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, attachés en chignon, avec une épingle en forme de libellule. Elle portait toujours une robe grise, avec des fleurs brodées. Claire sentit sa gorge se serrer. Les détails étaient si précis, si vivants. Comment sa fille pouvait-elle inventer tout cela? « Et la maison bleue ?» demanda le docteur Rousseau, intrigué malgré elle. Le visage de Céleste s'illumina d'un sourire nostalgique. Elle donnait sur la Moscova. Mama Katia disait que c'était notre petit coin de paradis. Il y avait des géraniums rouges aux fenêtres et en hiver, on collait notre nez contre les vitres gelées pour dessiner avec notre souffle. Puis son expression changea, devint sombre et effrayée. Mais il y a eu la guerre, les avions qui grondaient la nuit. Mama Katia pleurait en cachette, elle pensait que je ne la voyais pas. Elle cachait de la nourriture sous les planches du plancher. Marc se pencha vers sa fille, le cœur serré. Quelle guerre, Céleste! La grande guerre patriotique. Les Allemands venaient vers Moscou. Papa Nicolas était parti se battre et on n'avait plus de nouvelles. Mama Katia priait devant l'icône de la Vierge chaque soir. Le silence tomba dans le cabinet. Le docteur Rousseau posa son stylo, stupéfaite. Cet enfant venait de décrire la Seconde Guerre mondiale vue du côté soviétique avec un vocabulaire et des références qu'elle ne pouvait pas connaître. « Céleste », murmura Claire, la voix tremblante. « Comment tu t'appelais avant ?» L'enfant la regarda avec une infinie tristesse. « Anastasia Dmitrievna Volkova. J'avais 5 ans comme maintenant, et j'ai promis à Boria que je reviendrais le voir. » Pierre Dubois poussa la porte du café lyonnais avec l'empressement d'un homme qui vient de découvrir un trésor. Documentariste réputé pour ses enquêtes sur les phénomènes inexpliqués, il avait reçu l'appel des époux Moreau la veille au soir. Leur voix tremblante au téléphone l'avait intrigué, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvrirait. « Monsieur Dubois ?» Thomas Moreau se leva de sa chaise, serrant nerveusement la main de sa femme Sophie. Leurs visages portaient les marques de nuit blanche et d'incompréhension profonde. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer », murmura Sophie, ses yeux rougis trahissant son épuisement émotionnel. Pierre s'installa face au couple, sortant discrètement son enregistreur. « Racontez-moi tout, depuis le début. N'omettez aucun détail, même celui qui vous paraît insignifiant. » Pendant 1 heure, les Moreau déversèrent leur histoire incroyable. Pierre écoutait, prenait des notes, posait des questions précises. Son scepticisme initial s'effritait à mesure que les détails s'accumulaient. « Où est Céleste en ce moment ?» demanda-t-il finalement. « Chez mes parents. Elle refuse de venir ici. Elle dit que cet endroit sent trop le café français. Et que ça lui donne mal au cœur, » répondit Sophie avec un sourire triste. Thomas sortit alors une chemise cartonnée. « Voici ses dessins de cette semaine. Regardez vous-même. » Pierre ouvrit la chemise et son souffle se coupa. Sur la première feuille, tracée avec la précision troublante d'un cartographe, s'étalait une carte détaillée. Des rues portaient des noms en alphabet cyrillique. Des bâtiments étaient dessinés avec un soin architectural remarquable. Au centre, une petite maison bleue était entourée d'un cœur rouge. « Céleste a dessiné cela hier », chuchota Thomas. En 2 heures, sans s'arrêter, comme si elle copiait quelque chose qu'elle voyait parfaitement. Pierre tourna les pages. Chaque dessin révélait un univers cohérent. Une église orthodoxe aux coupoles dorées, une place publique avec une fontaine en forme d'ours, des enfants en habits d'époque jouant dans la neige. Et partout, les mêmes détails récurrents. La rivière serpentant près de la Maison Bleue, le grand tilleul dans la cour, le chat roux qui dormait sur le rebord de la fenêtre. « Je vais rassembler une équipe », déclara Pierre, sa voix vibrant d'une détermination nouvelle. « Nous partons pour Moscou la semaine prochaine. » Sophie sursauta. « Moscou? Mais pourquoi ?»« Parce que votre fille nous a donné la carte au trésor, » répondit Pierre en refermant la chemise. « Il faut vérifier si ce qu'elle dessine a vraiment existé. Et si c'est le cas, » il marqua une pause, conscient du poids de ses mots, « si c'est le cas,
Nous serons face à quelque chose qui dépasse tout ce que la science peut expliquer. Cette nuit-là, dans son appartement, Pierre contacta ses collaborateurs habituels. Elena Kouzlov, historienne spécialisée dans l'URSS, et Marcus Weber, psychologue expert en état de conscience modifié. Tous deux acceptèrent immédiatement de l'accompagner. 3 jours plus tard, l'équipe était prête. Pierre avait scanné tous les dessins de Céleste, constitué un dossier complet avec témoignages enregistrés et préparé une liste de contacts moscovites. La veille du départ, il rendit une dernière visite à la famille Moreau. Céleste l'accueillit avec un sourire étrange, presque adulte. « Tu vas chercher ma grand-mère Katia ?» demanda-t-elle, en français, avec un léger accent qui n'existait pas une semaine plus tôt. Pierre s'agenouilla à sa hauteur. « Je vais chercher des réponses, ma puce. » Céleste hocha la tête, gravement, puis lui tendit un dernier dessin. « Donne ça à Boris quand tu le verras. Dis-lui que Anastasia n'a pas oublié. » Le dessin représentait 2 enfants se tenant la main devant la Maison Bleue. Au dos, d'une écriture appliquée, Céleste avait écrit « Pour Boria, mon meilleur ami, je reviendrai toujours te voir. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Comment cette fillette de 5 ans pouvait-elle dessiner avec tant d'émotion un ami qu'elle n'était censée jamais avoir rencontré? Le lendemain matin, l'avion décollait pour Moscou, emportant avec lui l'équipe de Pierre et un mystère qui allait bouleverser leur conception du possible. Le froid moscovite mordait les visages de Pierre Dubois et son équipe lorsqu'ils pénétrèrent dans l'imposant bâtiment des archives municipales. L'odeur de papier ancien et de poussière séculaire les accueillit dans les couloirs sombres, où résonnaient leurs pas sur le parquet usé par des décennies de recherches silencieuses. « Nous cherchons des informations sur une fillette nommée Anastasia Volkov, née en 1938, expliqua Pierre à l'archiviste, une femme d'âge mûr aux lunettes épaisses et au regard scrutateur. Galina Petrovna, responsable des archives depuis 30 ans, leva les yeux de ses registres. Son expression se durcit légèrement. Les années 1940. Une période difficile pour notre ville. Beaucoup de documents ont été perdus pendant la guerre. Mais Elena Koslov, l'historienne de l'équipe, s'avança avec diplomatie. Elle s'adressa à Galina en russe parfait, expliquant la nature urgente de leur recherche. Les traits de l'archiviste s'adoucirent progressivement. « Suivez-moi », finit-elle par dire dans un français hésitant. « Nous avons numérisé les registres d'état civil de cette époque l'année dernière. » Dans une salle aux murs tapissés de classeurs métalliques, Galina installa l'équipe devant un ordinateur vétuste. Ses doigts expertes naviguèrent dans les bases de données avec une rapidité surprenante. « Volkov, Anastasia », marmonna-t-elle en tapant. « Né le... Voici. » L'écran s'illumina, révélant un document scanné au bord jauni. Pierre sentit son cœur s'emballer tandis que Elena traduisait à voix haute. Anastasia Mikhaïlovna Volkov, née le 15 mars 1938, rue Arbat numéro 47. Père Mikhaïl Volkov, disparu au front en 1941. Tutrice légale, Ekaterina Volkov, grand-mère paternelle. Le silence qui suivit était si lourd qu'on entendait le bourdonnement des néons au plafond. Marcus Weber, le psychologue de l'équipe, brisa enfin cette tension. Rue Arbat, c'est exactement ce que Céleste avait dessiné sur sa carte. Galina continua ses recherches, ses sourcils se fronçant davantage à chaque nouvelle découverte. Voici le certificat de décès. Anastasia Volkov et Ekaterina Volkov, décédées le 23 novembre 1943 dans l'incendie de leur immeuble rue Arbat. Pierre sortit les dessins de Céleste de sa mallette, les étalant sur la table. Galina se pencha, ajustant ses lunettes. Son visage pâlit visiblement. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Cette petite maison bleue, je la connais. Ma grand-mère vivait dans cette rue. Elle m'a souvent parlé de cette tragédie. » L'archiviste disparut quelques minutes et revint avec un dossier poussiéreux. Les rapports de police de l'époque. L'incendie a démarré au rez-de-chaussée, dans la boulangerie. Les Volkov vivaient au 2e étage. Elles n'ont pas pu s'échapper. Elena traduisait en temps réel tandis que Galina lisait. Selon les témoins, la petite Anastasia était très proche de sa grand-mère Katia. Elle vivait seule depuis la mort du père au front. L'enfant était connu dans le quartier pour sa gentillesse et son amitié avec un garçon du nom de Boris Petrov. Pierre sursauta. Boris? Céleste a mentionné ce nom. Elle a même dessiné quelque chose pour lui. Galina hocha la tête gravement. Boris Petrov? Laissez-moi vérifier. Ses doigts coururent à nouveau sur le clavier. Oui, il est répertorié comme témoin de l'incendie.
Il avait 5 ans à l'époque, comme Anastasia. Il a survécu parce qu'il était chez ses grands-parents cette nuit-là. Marcus se pencha vers Pierre. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Tous les détails que Céleste nous a donnés sont historiquement actuels. Une petite fillette de 5 ans ne peut pas connaître ces informations. L'émotion gagnait l'équipe entière. Elena essuya discrètement une larme en découvrant une photographie dans le dossier. Une petite fille aux boucles brunes, souriant timidement à l'objectif. Ses yeux avaient la même expression douce et mélancolique que celle de Céleste. « C'est elle », murmura Pierre. « C'est Anastasia. » Galina referma le dossier avec précaution, comme s'il contenait un trésor fragile. Cette petite fille française, elle ressemble vraiment à Anastasia? Comme de gouttes d'eau, répondit Pierre, la voix étranglée par l'émotion. Et elle connaît des détails que seule Anastasia pouvait connaître. En sortant des archives, l'équipe était transformée. Ils n'étaient plus simplement des enquêteurs face à un phénomène inexpliqué, mais les témoins privilégiés d'un mystère qui dépassait toute logique rationnelle. Le soir même, dans leur hôtel, Pierre appela les Moreau. Sa voix tremblait lorsqu'il annonça « Anastasia Volkov a réellement existé. Tous les souvenirs de Céleste correspondent parfaitement aux archives historiques. » Au bout de la ligne, Sophie Moreau éclata en sanglots. Thomas prit le combiné. « Que signifie cela pour notre fille ?»« Cela signifie, » répondit Pierre après un long silence, « que nous sommes face à quelque chose d'extraordinaire. Et demain, nous partons à la recherche de cette Maison Bleue. » L'aube moscovite se levait à peine, quand l'équipe de Pierre prit la direction de la rue Arbat. Le quartier historique s'éveillait lentement, ses pavés anciens scintillant sous la fine couche de givre matinale. Elena serrait contre elle le plan dessiné par Céleste, ce fragile pont entre deux époques que 80 années séparaient. D'après les archives, le numéro 47 devrait se trouver juste après cette intersection, indiqua-t-elle en consultant sa tablette où s'affichaient les cartes modernes superposées au plan d'époque. Ils tournèrent au coin de la rue et s'arrêtèrent net. À l'emplacement exact indiqué par le dessin de Céleste s'élevait un immeuble moderne, aux façades grises, sans âme ni histoire apparente. Pourtant, derrière le béton contemporain, on devinait encore les contours de l'ancien tracé urbain. « Là !» murmura Marcus en pointant un espace entre deux bâtiments. « Regardez cette dénivellation du terrain et cette rigole. C'est exactement ce que Céleste avait dessiné pour indiquer le cours de la petite rivière. » Pierre sortit sa caméra et filma méthodiquement les lieux. Chaque angle, chaque détail semblait confirmer la précision troublante des souvenirs de la fillette. Mais c'est Elena qui fit la découverte la plus saisissante. « Venez voir ça !» s'exclama-t-elle, agenouillée près d'un mur de soutènement. Dissimulées sous la végétation sauvage et les détritus urbains, des fondations de pierre blonde émergeaient encore du sol. Elena dégagea délicatement la mousse et les feuilles mortes, révélant progressivement les restes d'un petit muret circulaire. « C'était le puits !» chuchota-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Céleste avait dessiné un puits dans la cour de la Maison Bleue. Marcus s'agenouilla à son tour, ses mains tremblantes effleurant les pierres usées par le temps. Ces fondations, elles correspondent exactement au plan qu'elle a tracé, la disposition des pièces, l'orientation de la maison par rapport à la rivière. Un bruit de pas les interrompit. Un vieil homme aux cheveux blancs s'approchait d'eux, intrigué par leur présence matinale. Il s'adressa à Elena en russe, d'une voix cassée par l'âge, mais encore ferme. « Il demande ce que nous faisons ici », traduisit Elena, elle-même émue. « Il dit qu'il habite le quartier depuis toujours. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. Demandez-lui s'il se souvient de la maison qui se trouvait ici autrefois. La conversation qui suivit entre Elena et le vieil homme prit une tournure bouleversante. Les yeux de l'inconnu s'illuminèrent soudain et il se mit à parler avec une animation surprenante. « Il s'appelle Victor Sokolov », traduisit Elena, elle-même émue. « Il avait 10 ans en 1943. Il se souvient parfaitement de la Maison Bleue et de l'incendie. Il dit qu'il connaissait bien la petite Anastasia et sa grand-mère Katia. » Victor sortit un mouchoir froissé de sa poche et essuya ses yeux humides. Il continua son récit d'une voix de plus en plus émue. Il raconte qu'Anastasia était la plus gentille fillette du quartier. Elle nourrissait toujours les chats errants et aidait sa grand-mère à porter les seaux d'eau du puits. Il se souvient qu'elle avait un charroux qui dormait toujours sur le rebord de sa fenêtre. Pierre échangea un regard stupéfait avec Marcus. Le charroux figurait sur plusieurs dessins de Céleste, toujours à la même place. Victor montra ensuite un grand tilleul centenaire qui ombrageait encore l'angle de la rue,
ses branches nues se découpant contre le ciel gris de l'hiver moscovite. « L'arbre !» murmura Elena en traduisant. « Il dit que c'est le même tilleul sous lequel jouaient Anastasia et son ami Boris. Il a survécu à l'incendie, au bombardement, à la reconstruction du quartier. » Le vieil homme s'approcha de l'arbre et caressa son écorce rugueuse avec tendresse. Puis il se tourna vers l'équipe et prononça quelques mots d'une gravité saisissante. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Pierre, captivé par l'intensité du moment. Elena hésita avant de répondre, la voix brisée par l'émotion. Il dit qu'Anastasia avait promis à Boris qu'elle reviendrait toujours jouer sous cet arbre, et que parfois, les soirs d'hiver comme celui-ci, il croit encore entendre des rires d'enfants portés par le vent. Un silence respectueux s'installa. Victor salua l'équipe d'un hochement de tête solennel et s'éloigna lentement, ses pas résonnant sur les pavés comme un écho du passé. Pierre filma encore quelques minutes, documentant chaque détail de ce lieu chargé d'histoire et d'émotion. Puis l'équipe se dirigea vers leur hôtel, portant avec elle la certitude troublante que Céleste avait raison sur tous les points. En chemin, Elena brisa le silence. « Vous rendez compte, nous venons de retrouver l'endroit exact où a vécu Anastasia. Chaque détail que Céleste nous a donné était parfaitement exact. Mais il reste une question, ajouta Marcus pensif. Victor a mentionné Boris, l'ami d'Anastasia. Céleste a dessiné quelque chose spécialement pour lui, et s'il était encore vivant? Pierre s'arrêta net au milieu de la rue. Vous avez raison, si Boris avait 5 ans en 1943, il aurait aujourd'hui 85 ans. C'est possible qu'il soit encore vivant. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Pierre ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images de la journée tournaient en boucle dans son esprit. Les fondations de la Maison Bleue, le puits oublié, le tilleul centenaire, et surtout ce dessin que Céleste avait tracé pour un Boris qu'elle ne sentait jamais avoir rencontré. Demain, il tenterait l'impossible. Retrouver un vieil homme dans une ville de 12 millions d'habitants, guidé uniquement par les souvenirs d'une fillette française qui prétendait être la réincarnation de son ami d'enfance disparu depuis 80 ans. La recherche de Boris Petrov prit 3 jours intenses. Elena avait contacté tous les services d'état civil de Moscou, épluché les annuaires, consulté les registres des anciens combattants. L'équipe commençait à perdre espoir quand, le 3e soir, le téléphone de leur hôtel sonna. Elena Kozlov ? La voix au bout du fil était celle d'une femme d'âge mûr, légèrement essoufflée. « Je suis Irina Petrova, la petite fille de Boris Petrov. J'ai eu votre message par les services sociaux du district. Mon grand-père, il aimerait vous rencontrer. » Le cœur de Pierre bondit. « Il est encore vivant ? » ?»« Oui, il a 89 ans. Il vit dans une maison de retraite dans la banlieue est de Moscou. Mais quand je lui ai parlé d'Anastasia Volkov, Elena entendit un sanglot étouffé dans le combiné. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Il répète sans cesse « Elle a tenu sa promesse. Elle a tenu sa promesse. » Le lendemain matin, l'équipe se rendit à la maison de retraite Les Chênes d'Argent, un établissement modeste aux murs peints en vert pâle, entouré d'un petit jardin où quelques pensionnaires prenaient l'air malgré le froid hivernal. Irina Petrova les accueillit dans le hall d'entrée. C'était une femme d'une 50aine d'années aux traits doux qui ressemblait étonnamment au dessin que Céleste avait fait de Boris enfant. « Mon grand-père ne parle pratiquement plus depuis la mort de ma grand-mère, il y a 2 ans, » expliqua-t-elle en les guidant dans les couloirs. « Mais hier soir, après votre appel, il a parlé pendant des heures. Il a raconté des histoires de son enfance que je n'avais jamais entendues. » Elle s'arrêta devant une porte marquée « Chambre 23 » et frappa doucement. « Grand-papa, les visiteurs sont là. » Une voix faible mais claire répondit en russe. Irina ouvrit la porte et l'équipe pénétra dans une petite chambre baignée de lumière hivernale. Près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant, un vieil homme de cheveux blancs clairsemés les regardait avec des yeux d'un bleu délavé, mais encore vif. Boris Petrov était fragile physiquement, mais son regard témoignait d'une intelligence intacte. Ses mains tachées par l'âge tremblaient légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. Elena s'approcha la première et s'adressa à lui en russe. Le visage du vieil homme s'illumina, et il répondit d'une voix émue qui faisait vibrer toute la pièce. Il dit qu'il a attendu ce moment pendant 80 ans, traduisit Elena, elle-même bouleversée. Il savait qu'Anastasia reviendrait parce qu'elle le lui avait promis. Pierre sortit délicatement les dessins de Céleste de sa mallette et les montra à Boris. L'effet fut immédiat et saisissant.
Le vieil homme porta ses mains à ses lèvres, ses yeux se remplirent de larmes, et il se mit à parler avec une animation extraordinaire. « Mon Dieu !» chuchota Helena en traduisant. « Il reconnaît tout. La maison bleue, le puits dans la cour, le chat roux sur le rebord de la fenêtre. Il dit que c'est exactement comme dans ses souvenirs. » Mais c'est quand Pierre lui présenta le dessin spécialement tracé par Céleste pour Boris que l'émotion atteignit son paroxysme. Le vieil homme prit le papier entre ses mains tremblantes et le porta entre son cœur. À travers ses larmes, Boris se mit à raconter et Helena traduisit en temps réel la voix brisée par l'émotion. Il dit qu'Anastasia et lui avaient un jeu secret. Ils se cachaient derrière le puits et faisaient semblant d'être explorateurs partis à la découverte de terres lointaines. Elle l'appelait toujours Boria et lui l'appelait Nastenka. Pierre échangea un regard stupéfait avec Marcus. Dans ses crises nocturnes, Céleste appelait toujours Boria dans son sommeil. Boris continua son récit, montrant le tillet dessiné par Céleste. Il raconte qu'ils avaient gravé leurs initiales dans l'écorce de l'arbre, A.V. et B.P. entourés d'un cœur. Il dit qu'ils avaient promis de se marier quand ils seraient grands. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues rudées du vieil homme. Il parlait de plus en plus vite, comme si 80 ans de silence se libéraient enfin. Le jour de l'incendie, traduisit Helena d'une voix étranglée, Boris devait dormir chez Anastasia, mais sa grand-mère était tombée malade, alors ses parents l'avaient emmenée chez elle. Il dit qu'il n'a pu se jamais pardonner d'avoir survécu alors qu'elle était morte. Le vieil homme sortit alors de sa poche de robe de chambre un petit objet usé. C'était une bille de verre bleu, ternie par les années mais encore translucide. « La dernière chose qu'Anastasia lui a donnée, » chuchota Helena, et lui a dit de la garder toujours, parce qu'un jour, elle reviendra la réclamer. Pierre filma ces instants bouleversants, conscient d'assister à quelque chose d'unique. Boris regardait les dessins de Céleste avec une intensité qui dépassait simple nostalgie. C'était la reconnaissance, la certitude absolue de retrouver un univers qu'il avait cru perdu pour toujours. Soudain, le vieil homme leva la main pour réclamer le silence. Il s'adressa directement à la caméra de Pierre, parlant lentement pour que Helena puisse traduire chaque mot. Il dit qu'il a un message pour la petite fille française. Il veut qu'elle sache qu'il a gardé sa promesse aussi, qu'il n'a jamais oublié sa petite étoile, c'est comme ça qu'il appelait Anastasia, et qu'il est prêt maintenant, prêt à lui dire au revoir. Le silence qui suivit était chargé d'une émotion si pure, si vraie, que même Marcus, pourtant habitué aux phénomènes psychologiques complexes, essuya discrètement une larme. En quittant la maison de retraite, l'équipe était transformée. Ils n'étaient plus des simples enquêteurs face à un mystère, mais les témoins privilégiés d'une histoire d'amour qui avait survécu à la mort, au temps et à toute logique rationnelle. Cette nuit-là, Pierre appela les Moreau depuis son hôtel. Quand il raconta la rencontre avec Boris, Sophie fondit en larmes. « Notre Céleste, elle dit souvent dans son sommeil « Boria m'attend, Boria garde ma bille bleue ». Nous ne comprenions pas ce que cela signifiait. Maintenant, nous le savons. Et demain, nous allons organiser une rencontre qui va changer leur devis pour l'éternité. La préparation de cette rencontre extraordinaire prit 2 jours. Pierre et son équipe installèrent tout le matériel technique nécessaire dans la chambre de Boris. Caméra, haute définition, connexion Internet renforcée, éclairage optimal. Chaque détail comptait pour ce moment unique qui allait défier toutes les lois de la réalité. À Lyon, les Moreau transformèrent leur salon en studio improvisé. Thomas, ingénieur de formation, vérifia plusieurs fois la qualité de la connexion, tandis que Sophie préparait Céleste avec une tendresse mêlée d'appréhension. « Ma chérie, » murmura Sophie en brossant les cheveux de sa fille, « tu vas parler avec un monsieur très âgé qui vit en Russie. Il était l'ami d'Anastasia quand ils étaient petits. » Céleste leva vers sa mère ses grands yeux sombres, si semblables à ceux d'Anastasia sur la photographie des archives. « Je sais, maman. Boria m'attend depuis si longtemps. » Ces mots, prononcés avec une maturité troublante par une fillette de 5 ans, firent frissonner Sophie. Comment Céleste pouvait-elle connaître l'impatience d'un vieil homme qu'elle n'avait jamais rencontré? L'heure convenue arriva. À Moscou, Boris était installé dans son fauteuil roulant face à l'écran. Irina à ses côtés pour le soutenir émotionnellement. Ses mains tremblaient d'anticipation et d'émotion. À Lyon, Céleste s'assit calmement devant l'ordinateur, ses petites jambes se balançant dans le vide. Elle tenait dans ses mains la bille bleue que Pierre avait rapportée de Moscou,
cadeau de Boris en attendant leur retrouvaille virtuelle. L'écran s'illumina et les deux visages apparurent simultanément. Celui du vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux fatigués, et celui de la fillette aux boucles brunes et au regard étonnamment profond. Le silence qui suivit était chargé d'une électricité presque palpable. Boris fixa l'écran avec une intensité qui fit trembler tout son corps. Puis, d'une voix cassée par l'émotion, il prononça un seul mot. « Nastenka ?» La réaction de Céleste fut immédiate et bouleversante. Son visage s'illumina d'un sourire radieux et elle répondit sans hésitation en russe parfait. « Boria ! Mon cher Boria, tu as tellement grandi !» Dans les deux pièces, séparées par des milliers de kilomètres, l'émotion atteignit son paroxysme. Boris fondit en larmes, tendant ses mains vers l'écran comme pour toucher le visage de l'enfant. Céleste, elle, semblait parfaitement naturelle, comme si elle retrouvait simplement un ami perdu de vue. « Tu as gardé ma bille, » dit-elle en russe, montrant l'objet qu'elle tenait. « Je savais que tu la garderais pour moi. » Boris hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étreignait. Finalement, il parvint à articuler. « Tu m'avais promis que tu reviendrais jouer sous notre tilleul. J'ai attendu si longtemps, petite étoile. » Céleste pencha la tête sur le côté, avec une expression de tendresse infinie. « Je sais, Boria, j'ai senti ta tristesse pendant toutes ces années. C'est pour ça que je suis revenu. » La conversation qui suivit dura près d'une heure entrecoupée de silences émotionnels et de sanglots. Céleste évoquait avec une précision stupéfiante des souvenirs que seuls Boris et Anastasia pouvaient partager. Leurs jeux secrets derrière le puits, les confitures de cerises que préparait grand-mère Katia, le chat roux qui volait toujours les poissons au marché. « Tu te souviens ?» demanda Céleste avec un sourire malicieux. « Quand tu as cassé la théière de grand-maman et qu'on a dit que c'était le chat ?» Boris éclata d'un rire mêlé de larmes. « Elle ne nous a jamais cru. Elle savait très bien que Rouski était trop petit pour renverser une théière. » Puis, l'atmosphère se fit plus grave. Céleste regarda Boris avec une intensité troublante pour une enfant de son âge. « Boria, il faut que tu arrêtes de te sentir coupable. Ce qui m'est arrivé, ce n'était pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir qu'il y aurait le feu cette nuit-là. » Le vieil homme se remit à pleurer, ses épaules secouées par des sanglots qu'il retenait depuis 80 ans. « J'aurais dû être là, Nestenka. J'aurais dû mourir avec toi. Pourquoi ai-je survécu ? Parce que tu avais une vie à vivre. Tu as eu des enfants, des petits-enfants. Tu as aimé, tu as construit, tu as été utile. C'était ça ta mission. » Dans le salon lyonnais, Thomas et Sophie regardaient leur fille avec un mélange de préhension et d'incompréhension. Cet enfant qui, quelques minutes plus tôt, réclamait encore ses dessins animés, parlait maintenant à un inconnu avec la profondeur d'une vieille âme. À Moscou, Irina tenait la main de son grand-père, stupéfaite de le voir revivre sous ses yeux. Depuis des années, Boris se contentait de survivre. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il semblait vraiment vivant. « J'ai quelque chose à te dire, Boria, un truc important. » Elle se pencha vers l'écran, ses yeux sombres fixant ceux du vieil homme avec une intensité hypnotique. « Grand-mère Katia et moi, on va bien là où nous sommes. On n'a plus froid, on n'a plus faim et on t'aime toujours très fort. Mais il faut que tu arrêtes de nous attendre. Il faut que tu vives pleinement le temps qui te reste. » Boris essuya ses larmes d'un revers de manche. « Comment puis-je vivre sans toi, petite étoile ? En gardant nos souvenirs dans ton cœur, mais en les laissant être beaux au lieu d'être tristes. En racontant notre histoire à tes petits-enfants. En allant parfois sous notre tilleul, non plus pour pleurer, mais pour sourire en pensant à nos jeux. » La conversation touchait à sa fin, et tous les participants le sentaient. L'émotion était à son paroxysme, mais elle était apaisante, réparatrice. « Je dois partir maintenant, Boria, » murmura Céleste, « mais avant, je voulais te dire merci. » « Merci pourquoi, ma petite étoile ? Merci d'avoir gardé notre amitié vivante pendant toutes ces années. Grâce à toi, notre histoire n'est pas morte dans les flammes, elle est devenue éternelle. » Boris porta sa main à ses lèvres et envoya un baiser vers l'écran. « Au revoir, Nastenka. Sois heureuse dans ta nouvelle vie. Au revoir, mon cher Boria. Et n'oublie pas, chaque fois que tu verras une étoile briller, ce sera moi qui te souris. » L'écran s'éteignit, laissant un silence profond dans les deux pièces. Mais ce n'était plus le silence de la séparation ou de la mort. C'était celui de la réconciliation, de la paix retrouvée, de l'amour qui transcende toutes les frontières. 3 jours après la rencontre bouleversante entre Céleste et Boris, Pierre reçut un appel inattendu. La voix au bout du fil était celle d'une femme à l'accent russe prononcé, mais qui parlait un français parfait. « Monsieur Dubois, je suis Svetlana Volkova.
J'ai vu votre documentaire sur les phénomènes paranormaux l'année dernière. Ce qui arrive à cette petite fille française, je peux vous aider à comprendre. » Pierre fronça les sourcils. « Qui êtes-vous exactement ?»« Je suis ce que vous appelleriez une médium, mais je préfère le terme de passeuse d'âme. J'aide les esprits en souffrance à trouver leur chemin. Cet enfant, son cas n'est pas unique, mais il est exceptionnel par sa pureté. » Intrigué malgré son scepticisme naturel, Pierre accepta de rencontrer Svetlana. Elle arriva le soir même à leur hôtel moscovite, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés, au regard perçant mais bienveillant, dégageant une aura de sérénité troublante. « Avant que vous ne me parliez de cet enfant, dit-elle en s'installant dans le salon de l'hôtel, laissez-moi vous dire ce que je ressens. » Elle ferma les yeux quelques instants, sa respiration se faisant plus profonde. Quand elle les rouvrit, son regard avait une intensité nouvelle. « Je vois une petite fille aux boucles brunes, terrifiée par les flammes. Elle crie le nom de Boris avant que tout ne devienne noir. Mais son amour pour cet enfant est si fort qu'il l'empêche de partir vers la lumière. Son âme reste attachée à ce monde, attendant de pouvoir accomplir sa promesse. » Pierre et Elena échangèrent un regard stupéfait. Svetlana ne pouvait pas connaître ces détails. Anastasia, continua la médium, a erré pendant des décennies cherchant un moyen de revenir. Elle a attendu le bon véhicule, la bonne famille, le bon moment. Et elle a trouvé Céleste. « Mais pourquoi Céleste précisément ?» demanda Marcus, fasciné malgré lui. Svetlana sourit doucement. « Parce que l'âme de Céleste était compatible. Certaines âmes sont naturellement ouvertes, poreuses aux autres dimensions. Céleste était destinée à devenir le pont entre deux mondes, le moyen pour Anastasia d'accomplir sa mission karmique. » Elle sortit alors de son sac un vieux livre aux pages cornées, écrit en caractères cyrilliques. Dans la tradition spirituelle russe, nous croyons que certaines morts soudaines et traumatisantes peuvent créer ce que nous appelons des attachements d'amour. L'âme refuse de passer vers l'au-delà parce qu'elle a laissé quelque chose d'inachevé dans le monde des vivants. Pierre prit des notes fébrilement. Et qu'est-ce qu'Anastasia avait laissé d'inachevé ? La culpabilité de Boris, répondit Svetlana sans hésitation. Cette petite fille est morte en sachant que son meilleur ami se sentirait responsable de sa mort. Son âme pure ne pouvait pas supporter l'idée qu'il souffre à cause d'elle pendant toute sa vie. Elle feuilleta son livre et s'arrêta sur une page illustrée d'une gravure représentant deux enfants se tenant la main sous un arbre. Regardez cette légende ancestrale. Elle parle de deux âmes liées par un amour si pur que même la mort ne peut les séparer. L'une revient pour libérer l'autre de ses chaînes émotionnelles. Elena traduisait en temps réel pour Marcus, qui était de plus en plus captivé par ces révélations. Mais comment expliquez-vous que Céleste connaisse des détails si précis sur la vie d'Anastasia ? Demanda-t-il. Parce qu'elle ne les connaît pas. C'est Anastasia qui vit à travers elle. L'âme d'Anastasia s'est superposée à celle de Céleste, créant une sorte de double conscience temporaire. Pierre leva la tête de ses notes. Temporaire ? Oui, une fois sa mission accomplie, une fois Boris libéré de sa culpabilité, Anastasia pourra enfin partir en paix, et Céleste redeviendra pleinement elle-même. Mais ne va-t-elle pas souffrir de perdre ses souvenirs ? S'inquiéta Elena. Svetlana secoua la tête avec bienveillance. Au contraire, elle perdra l'essence de cette expérience, une compréhension profonde de l'amour éternel, une sagesse sur la continuité de l'âme. Céleste sera transformée positivement par cette traversée. La médium sortit alors de son sac un vieux livre aux pages cornées, écrit en caractères cyrilliques. Dans la tradition spirituelle russe, nous croyons que certaines morts soudaines et traumatisantes peuvent créer ce que nous appelons des attachements d'amour. L'âme refuse de passer vers l'au-delà parce qu'elle a laissé quelque chose d'inachevé dans le monde des vivants. Pierre prit des notes fébrilement. Et qu'est-ce qu'Anastasia avait laissé d'inachevé ? La culpabilité de Boris, répondit Svetlana sans hésitation. Cette petite fille est morte en sachant que son meilleur ami se sentirait responsable de sa mort. Son âme pure ne pouvait pas supporter l'idée qu'il souffre à cause d'elle pendant toute sa vie. Elle feuilleta son livre et s'arrêta sur une page illustrée d'une gravure représentant deux enfants se tenant la main sous un arbre. Regardez cette légende ancestrale. Elle parle de deux âmes liées par un amour si pur que même la mort ne peut les séparer. Une revient pour libérer l'autre de ses chaînes émotionnelles. Elena traduisait en temps réel pour Marcus, qui était de plus en plus captivé par ces révélations. Mais comment expliquez-vous que Céleste connaisse des détails si précis sur la vie d'Anastasia ? Parce qu'elle ne les connaît pas. C'est Anastasia qui vient à travers elle.
l'âme d'Anastasia s'est superposée à celle de Céleste, créant une sorte de double conscience temporaire. Pierre leva la tête de ses notes. Temporaire? Oui. Une fois sa mission accomplie, une fois Boris libéré de sa culpabilité, Anastasia pourra enfin partir en paix, et Céleste redeviendra pleinement elle-même. Mais ne va-t-elle pas souffrir de perdre ses souvenirs? S'inquiéta Helena. Svetlana secoua la tête avec bienveillance. Au contraire, elle gardera l'essence de cette expérience, une compréhension profonde de l'amour éternel, une sagesse sur la continuité de l'âme. Céleste sera transformée positivement par cette traversée. La médium se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières nocturnes de Moscou. Ce qui se passe avec cet enfant est un cadeau rare, une preuve que l'amour véritable transcende toutes les barrières, la mort, le temps, l'espace. Anastasia et Boris nous montrent que certains liens sont éternels. Elle se retourna vers l'équipe, son regard brillant d'une émotion contenue. Dans ma carrière, j'ai aidé de nombreuses âmes perdues à trouver leur chemin vers la lumière. Mais rarement j'ai vu une histoire d'amour aussi pure, aussi désintéressée. Anastasia est revenue non pas pour elle-même, mais pour libérer celui qu'elle aimait de sa souffrance. Pierre rangea ses notes, l'esprit bouillonnant de questions et de révélations. Que devons-nous faire maintenant? Accompagner ce processus avec respect et amour, organiser une vraie cérémonie d'adieu qui permettra à Boris de faire sa paix avec le passé et à Anastasia de partir sereinement vers son nouveau destin spirituel. Elle sortit de son sac un petit objet enveloppé dans du tissu blanc, une icône orthodoxe représentant 2 anges gardiens. Donnez ceci à Céleste, dites-lui que c'est pour remercier Anastasia de son sacrifice et pour la protéger dans son voyage vers la lumière. En quittant l'hôtel cette nuit-là, Svetlana laissa derrière elle une équipe transformée. Ils n'étaient plus de simples témoins d'un phénomène inexpliqué, mais les gardiens privilégiés d'une histoire d'amour qui dépassait toutes les lois de la physique et du temps. Le lendemain matin, Pierre appela les Moreau pour leur rapporter cette rencontre extraordinaire. Sophie pleura en étendant l'explication de Svetlana. « Cela veut dire que notre Céleste va redevenir normale ?» demanda-t-elle avec un mélange d'espoir et de nostalgie. « Cela veut dire, répondit Pierre avec émotion, qu'elle va devenir quelque chose de plus beau encore, une enfant qui aura connu l'amour éternel et qui en gardera la sagesse pour toute sa vie. » La cérémonie eut lieu un dimanche matin sous le tilleul centenaire de la rue Arbat. Svetlana avait organisé tout avec une précision spirituelle remarquable. Bougies blanches disposées en cercle autour de l'arbre, icône orthodoxe et une connexion vidéo installée pour que Céleste puisse participer depuis Lyon. Boris était arrivé en fauteuil roulant, accompagné d'Irina et de toute sa famille. Pour la première fois depuis des mois, le vieil homme avait revêtu son plus beau costume, celui qu'il portait pour les grandes occasions. Ses yeux, d'ordinaire voilés par la mélancolie, brillaient d'une sérénité nouvelle. À Lyon, la famille Moreau avait transformé leur salon en petit sanctuaire. Céleste portait une robe blanche que Sophie avait choisie spécialement pour l'occasion. L'enfant tenait dans ses mains l'icône offerte par Svetlana et l'habit bleu de Boris, symbole tangible d'une amitié éternelle. « Es-tu prête, ma petite étoile ?» demanda doucement Svetlana en russe, s'adressant autant à Céleste qu'à l'âme d'Anastasia qui vivait en elle. Céleste hocha la tête avec une gravité touchante. « Oui, je suis prête. Boria aussi est prêt. » La connexion s'établit et les 2 groupes se retrouvèrent unis par l'écran, séparés par des milliers de kilomètres, mais reliés par un amour qui transcendait toutes les distances. Svetlana commença la cérémonie en récitant des prières orthodoxes anciennes, sa voix mélodieuse résonnant sous les branches nues de l'arbre témoin de tant d'histoires. Puis elle invita Céleste à prendre la parole. L'enfant se leva, et quelque chose dans son attitude changea. Elle semblait grandir, sa voix se fit plus mûre, ses gestes plus assurés. Ce n'était plus tout à fait Céleste qui parlait, mais Anastasia s'exprimant à travers elle pour la dernière fois. « Mon cher Boria, dit-elle en russe, ses yeux sombres fixant l'écran avec une intensité bouleversante. Il y a quelque chose que je dois te dire depuis si longtemps. » Boris se pencha vers l'écran, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs de son fauteuil. « Tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est vus, tu voulais dormir chez moi cette nuit-là, mais tes parents t'ont emmené chez ta grand-mère parce qu'elle était malade. » Le vieil homme hocha la tête,
les larmes coulant déjà sur ses joues ridées. Pendant toutes ces années, tu as cru que c'était ta faute si tu n'étais pas là. Tu as pensé que tu aurais pu me sauver ou mourir avec moi. Mais Boria, mon très cher Boria, écoute-moi bien. Céleste Anastasia fit une pause, laissant ces mots porter toute leur charge émotionnelle. Si tu avais été là cette nuit-là, tu serais mort aussi. Et alors, qui aurait gardé notre histoire vivante? Qui aurait parlé de nos jeux sous le tilleul? Qui aurait conservé précieusement ma bille bleue en attendant mon retour? Boris sanglotait maintenant ouvertement, libérant 80 années de culpabilité refoulée. Tu n'es pas un survivant par hasard, Boria. Tu es un gardien de mémoire. Grâce à toi, notre amitié n'est pas morte dans les flammes. Elle est devenue éternelle, assez forte pour me permettre de revenir te voir une dernière fois. Svetlana s'approcha de l'écran côté moscovite, posant une main réconfortante sur l'épaule de Boris. Anastasia a raison, Boris Petrov. Votre survie avait un sens. Vous étiez destiné à témoigner, à présioner cette histoire d'amour pour qu'elle traverse les décennies. Céleste reprit la parole, sa voix se faisant plus douce, plus apaisante. Maintenant, je peux partir en paix, parce que je sais que tu ne te sentiras plus coupable. Je sais que tu vas vivre pleinement le temps qu'il te reste en pensant à moi avec joie et non plus avec tristesse. Elle leva la bille bleue vers l'écran. Je te rends ton cadeau, Boria. Garde-la encore, mais maintenant comme un souvenir heureux, pas comme une relique de culpabilité. Boris tendit ses mains vers l'écran dans un geste d'une beauté infinie. Merci, ma petite étoile. Merci d'être revenu me libérer. Et toi, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Merci d'avoir gardé notre amour vivant. Svetlana alluma alors toutes les bougies disposées autour du tilleul. La lumière dorée dansa sur l'écorce rugueuse de l'arbre, créant une atmosphère magique et sacrée. « Il est temps maintenant », murmura-t-elle. « Anastasia, es-tu prête à rejoindre la lumière ?» Un changement subtil s'opéra sur le visage de Céleste. Son expression devint plus sereine. Ses traits se détendirent, comme si un poids immense venait de s'envoler de ses épaules. « Oui, je suis prête. Boria, quand tu regarderas les étoiles le soir, pense à moi. Et quand tu verras des enfants jouer sous ce tilleul, souviens-toi que l'amour vrai ne meurt jamais. Au revoir, ma petite étoile, » chuchota Boris, son visage baigné de larmes mais illuminé d'un sourire de paix profonde. « Au revoir, mon cher Boria. À bientôt, dans une autre vie. » Lentement, progressivement, l'expression de Céleste changea. Ses yeux perdirent cette profondeur adulte qui les habitait depuis des semaines. Ses gestes redevinrent ceux d'un enfant de 5 ans. Elle cligna plusieurs fois des paupières comme si elle sortait d'un long rêve. « Maman ?» dit-elle en français, sa voix redevenue celle d'un enfant. « Pourquoi est-ce que je pleure ?» Sophie se précipita vers sa fille et la serra dans ses bras, pleurant de joie et de relèvement. « Tout va bien, ma chérie. Tout va bien maintenant. » À Moscou, Boris regardait l'écran avec émerveillement. Pour la première fois depuis des décennies, son cœur était léger. Et Larina l'entendait murmurer des mots de gratitude en russe, le visage apaisé comme celui d'un homme qui vient d'enfin de poser un fardeau trop lourd. Svetlana souffla doucement les bougies l'une après l'autre. « C'est fini », dit-elle avec un sourire empreint de sérénité. Anastasia rejoint la lumière. Boris est libéré, et Céleste va pouvoir grandir avec en elle la sagesse de cette expérience extraordinaire. 3 mois plus tard, Pierre reçut une lettre d'Irina. Boris Petrov s'était paisiblement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Dans sa main, il tenait la bille bleue d'Anastasia. Selon ses dernières volontés, elle fut enterrée avec lui sous le tilleul de la rue Arbat, là où 2 enfants avaient autrefois gravé leurs initiales dans l'écorce d'un arbre éternel. À Lyon, Céleste avait repris une vie normale d'enfant de 5 ans. Elle ne parlait plus russe, ne dessinait plus de maisons bleues, mais parfois, quand elle levait les yeux vers le ciel étoilé, elle souriait d'un sourire étrange et murmurait « Elle est belle cette étoile-là, maman. On dirait qu'elle me fait coucou. » Sophie serrait alors sa fille contre elle, sachant que leur famille avait été bénie par quelque chose de rare et de précieux. La preuve vivante que l'amour véritable transcende la mort,
le temps et toutes les lois de l'univers visible. Et chaque soir, avant de s'endormir, Céleste gardait dans sa main une petite bille bleue, sans vraiment se souvenir pourquoi, mais avec la certitude profonde qu'elle protégeait quelque chose de très important, l'éternité d'une amitié qui avait vaincu la mort elle-même.